Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous accueillons la famille du professeur Jean-Jacques Van der Hagen et le professeur Jean Roussier va prononcer l'éloge. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire. Cher Pierre, cher Marion, chère Julie, chère Marie, chers Pierre, Elisa et Romain, chère Françoise, que je ne la vois pas, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues et tous ces chers amis de Jean-Jacques, il y en avait de nombreux. Mesdames et Messieurs, Jean-Jacques Van der Hagen est né le 14 juin 1944 et est mort le 6 mai 2015. Je crois que je l'ai rajeuni, c'est 1934 qu'il avait eu. Mais c'est mon âge, c'est pour ça. Voilà. Après des humanités ici à côté, à Robert Cateau, il avait rejoint, pas très loin, à la rue Hollen, la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Et c'est justement rue Hollen que je l'ai rencontré pour la première fois en 1968. Juin 1968. La Belgique est un peu en retard de quelques semaines. Et nous avons fait notre mai 68 au mois de juin. La rue Hollen était en ébullition, il y a même les pompiers qui sont venus de temps en temps. Et Jean-Jacques était là, et c'est comme ça que je l'ai connu, et j'ai voulu savoir un petit peu comment organiser ma vie, et il m'a donné des conseils. Mais violents. Il m'a directement dit, Jean, il ne faut pas que tu restes ici, il faut que tu partes. Et c'était pas son style quand même, mais tu vois, moi, la semaine prochaine, je pars à Stanford. Et ben, j'ai suivi ses conseils, je suis parti, et lui est allé à Stanford. Il faut vous dire qu'à l'époque, son fils, il avait pas 1 an, Pierre. Voilà, tu t'en rappelles pas, mais bon. Et il était neuropathologue, enfin je ne sais pas s'il avait déjà son diplôme de neuropathologue, mais il est parti comme neuropathologue à Stanford et il en revint comme un vrai neurobiologiste, un vrai neuroscientiste. C'est une nouvelle science à l'époque. Les recherches sur le cerveau, c'était compartimenté. Il y avait les neuroanatomistes, il y avait les neurobiochimistes, qu'on appelait des neurochimistes, il y avait des électrophysiologistes. Et tout ça devient une seule discipline. Et c'est la chose principale qu'il a appris à Stanford, et cette discipline des neurosciences, ça démarrait, il n'y avait encore pas d'école. Et il devient un neuroscientiste, et il va faire une grande découverte d'ailleurs à cette époque-là, avec j'aime dire que Jean-Jacques était mon grand frère, mais là il découvre un autre grand frère, c'est Amico Bignami. Et avec Amico Bignami, il découvre la première protéine spécifique des cellules gliales qu'on a appelée la GFAP. Et c'est grâce à Jean-Jacques et sa connaissance du cerveau et des plaques, c'est Jean-Jacques qui prépare les plaques de cellules gliales et on découvre la GFAP. Ça a été une très grande découverte et aujourd'hui on connaît beaucoup plus de gènes spécifiques, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de très important. Il revient à Bruxelles et il travaille à ce moment-là au service de pathologie de Willy Goetz à l'hôpital Bruckmann. Et ce dernier étudiait la gastrine. Et Jean-Jacques, en fait, à ce moment-là, il met en pratique ce qu'il avait appris à Stanford, à savoir faire des choses inattendues, audacieuses, on ne sait pas si ça va se marcher, et on y va. Et là, il y avait un dosage radioimmunologique pour la gastrine qui était fait par Françoise Lestrade, et il prépare des extraits de cerveau humain, et patatras, fantastique, hurrah, la gastrine, ou quelque chose qui est apparenté à la gastrine se trouve dans ces extraits. Il démontre que c'est le CCK, la CCK8, donc un fragment d'acholocystokinin, la cholécystokinine que vous connaissez, qui permet de contracter la vésicule biliaire. Et donc à ce moment-là, il va travailler énormément avec Françoise Lestrade durant plusieurs années. Françoise, qui était à l'époque technicienne, va devenir médecin et puis ensuite, comme vous savez, elle finira comme professeur de psychiatrie. C'est là une des vertus de Jean-Jacques, c'est qu'il sait s'entourer de gens assez extraordinaires et il peut les pousser. Il est comme le jardinier, comme le mentor qui fait sortir des gens du sol en quelque sorte là, et ça fait une rose extraordinaire.
Pour les roses, vous me direz que ma comparaison n'est pas bonne, parce que là, on fait plutôt des boutures. Enfin, bon, soit. Il faut se remettre maintenant dans la position de 75, de 75. J'ai des origines belges et suisses, donc je vais les utiliser. De 75. On découvre une hormone dans le cerveau. Une hormone du tube digestif. Les neuroscientistes sont des gens très prétentieux qui pensent qu'ils travaillent sur l'organe le plus noble du cerveau, que pour former un cerveau, il fallait à l'époque, on ne connaissait pas qu'il y avait seulement 20 000 gènes. On disait, pour le cerveau, il en faut au moins 300 000 parce que tous les comportements qui sont innés, ça demande d'avoir énormément de gènes pour faire quelque chose. Le reste du corps, il y aura peut-être une dizaine, une vingtaine de milliers de gènes, mais ce n'est pas important. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, à l'époque, on montre qu'il y a du CCK, cette hormone, du tube digestif dans le cerveau, c'est complètement inattendu, et puis ça, c'est un peu gênant quand même d'avoir des choses du tube digestif dans le cerveau, dans cet organe si noble. Enfin bon, c'est comme ça. Heureusement, à l'époque, il y a également Roger Guillemin, membre de notre académie également, qui vient de découvrir les facteurs hypophysiotropes, donc des neuropeptides qui sont dans une toute petite région du cerveau, l'hypothalamus, qui vont contrôler les sécrétions d'hypophyse. Et puis, Guillemin se rend compte qu'en fait, ce qu'il croyait être spécifique, on est tous, quand on découvre quelque chose, on pense que ça sert qu'à une seule chose, la chose que l'on essaye de comprendre. On se rend compte que tous ces neuropeptides de l'hypothalamus, on les rencontre ailleurs, dans le cerveau, dans d'autres régions, et puis également dans le tube digestif, et même sur la peau, par exemple. Donc on est en train de désacraliser les messagers du cerveau, et Jean-Jacques a contribué énormément à faire cela, et puis bon, toutes les hormones que l'on retrouve dans le tube digestif, on les a retrouvées dans le cerveau, et vice-versa. Donc en fait, on est dans une situation où il bouleverse le paysage. Et tout ça finira par un énorme colloque qui est organisé ici grâce à la Fondation pour la recherche médicale Reine-Élisabeth sur le CCK, et ça a donné un volume dans les annales de l'Académie de New York. À cette séance, et vous avez vu, il faudrait que je vous montre les photos, voilà, à cette séance, il y a la reine Fabiola, et sur certaines photos, on voit la reine Fabiola au premier rang et Jean-Jacques qui lui explique l'importance du CCK. Jean-Jacques était très prosélyte et il aurait converti des tas de gens, et il a converti des tas de gens à l'importance du CCK. Je suis heureux de pouvoir parler de la Fondation pour la recherche médicale Reine-Élisabeth, parce qu'en fait, Jean-Jacques va... C'est pas lui qui a tout fait, mais Jean-Jacques qui était là, qui était prosélyte, qui disait que c'était important les neurosciences, il est arrivé à transformer cette fondation, qui est devenue une fondation qui soutient toutes les recherches en neurosciences dans ce pays. Et j'ai pu faire partie des comités, je peux vous dire que les dossiers sont extraordinaires et que vraiment, grâce au fait que cette fondation, grâce au conseil de Jean-Jacques, on a là une fondation qui soutient les neurosciences. Si cette fondation n'était plus là, les neurosciences belges souffriraient énormément. Alors, je ne vais pas raconter tout ce qu'a fait Jean-Jacques parce que je vois que j'ai déjà dépassé mon temps. Jean-Jacques ne s'est pas seulement arrêté aux peptides cérébraux, il a aussi travaillé, et c'est là également la chose extraordinaire, c'est quand il trouve des gens autour de lui, ou que les gens autour de lui le trouvent, il y a des conjonctures qui font que là, ils se mettent tous à travailler ensemble. Et il rencontre, grâce à Jacques Dumont, à mon ami Gilbert Vassar, nous sommes sortis dans la même promotion, mais également avec principalement Marc Parmentier et Catherine Ledan, ils vont désorphaniser des récepteurs, ne me demandez pas de s'expliquer, je serai trop long, mais ils vont découvrir les récepteurs à l'adénosine qui sont très importants dans le cerveau et principalement dans les ganglions de la base. Et là, à ce moment-là, Serge Schiffman, son élève, qui va devenir son successeur, va continuer à ses recherches sur ces récepteurs à l'adénosine, et aujourd'hui, Serge Schiffman continue à faire ses recherches. Bon, je vous ai dit, Jean-Jacques était non seulement un excellent chercheur passionné, comme sa passion, vous la voyez, il me l'a transmise également.
C'était un professeur et un mentor qui a amené la recherche belge en neurosciences au niveau international. Il a formé une myriade de chercheurs en neurosciences. C'était un scientifique qui appliquait et enseignait la rigueur du raisonnement scientifique, mais tout en favorisant cet esprit créatif qui était là vraiment sans frontières. C'est également un père et un beau-père très généreux. Dès son enfance, son fils Pierre a vu ce qu'était un cerveau. Il prend avec panache la succession de son père et cela me rend heureux. Oui, avec Jean-Jacques, j'ai connu un scientifique que la science rendait heureux. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, la science est source de bonheur, ça j'en suis persuadé. Avec ce qu'il faut d'interrogation et souvent de frustration pour entretenir le désir. Avec Jean-Jacques, la science a toujours été un espace infini de liberté. Je vous remercie.